pense qu'il y avait quelque chose dans l'air, ce qui a fait comme résultat que les intelligences artificielles génératives, elles sont comportées de façon plutôt bizarre. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Et oui, quand les intelligences artificielles pètent les plombs, ce n'est pas triste. Cette semaine, ChatGPT s'en mêle les pinceaux, Google Gemini devient raciste à force de lutter contre le racisme, et la compagnie Air Canada débranche son chatbot parce qu'il raconte n'importe quoi. On parle de tout ça avec Bruno Guglielminetti, mon confrère, du podcast Mon Carnet à Montréal. Avant cela, l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. On va revenir sur le spectaculaire démantèlement du réseau de piratage Logbit. Et on va s'intéresser à une mystérieuse IA qui rhabille les filles sur les réseaux sociaux. L'innovation de la semaine, c'est Grok, une nouvelle race de microprocesseurs ultra rapides dédiés à l'intelligence artificielle. Et puis dans la deuxième partie de Monde Numérique, on s'intéresse aux réseaux sociaux, ces réseaux que l'on accuse de tous les maux. Jean Catan du Conseil national du numérique pense que tout n'est pas perdu et que la solution est avant tout technologique. Enfin, rendez-vous avec le prospectiviste Olivier Parent pour un nouvel épisode d'Écho du futur, le podcast partenaire de Monde Numérique qui explore la science-fiction et s'intéresse cette semaine au film Outland. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 24 février 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Je suis absolument ravi de vous retrouver, comme chaque samedi pour Monde Numérique, l'hebdo, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis Monde Numérique, c'est aussi les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Il y a aussi la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner via le site mondenumérique.info. La semaine prochaine, événement, nous serons au salon Mobile World Congress de Barcelone, le grand salon mondial de la mobilité. On en parlera longuement dans le prochain épisode de l'hebdo. Et à ce sujet, un petit rappel, la collecte de financement participatif précisément pour le Mobile World Congress, afin de permettre à Monde Numérique de couvrir ce grand événement. Eh bien, je fais appel depuis 15 jours maintenant, vous le savez sans doute, si vous êtes un habitué de ce podcast, à votre générosité. Merci d'ailleurs pour les dons déjà reçus qui sont extrêmement précieux. Il y en a déjà un certain nombre et vraiment ça va permettre en partie de prendre en charge les différents frais liés à ce déplacement et c'est la production de ces contenus. Alors c'est également très apprécié parce que vous m'envoyez des commentaires également avec chaque don et je comprends que votre soutien va au-delà même de l'opération de Barcelone. C'est le podcast en lui-même que vous voulez voir se poursuivre et j'en suis absolument ravi. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez encore contribuer à cette collecte en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode, sur votre appli, là, tout de suite, ou bien en allant sur le site mondenumérique.info et en cliquant sur le bouton rouge « Faire un don ». Voilà, ça passe par la plateforme J'aime l'info, dont l'objectif est précisément de soutenir les projets éditoriaux des médias indépendants. L'actu de la semaine. Une actu de la semaine chargée, encore une fois. Salut Lisa de Bernard. Salut Jérôme. Alors l'actu, c'est d'abord donc cette étonnante histoire. Google obligé de déconnecter son intelligence artificielle Gemini parce qu'elle devenait un peu folle. Elle ne fabriquait plus que des images de personnes noires évacuant totalement les faciès blancs. On va en parler tout à l'heure dans le débrief transatlantique. Mais avant cela, Lisa, l'actu, c'est une bonne nouvelle. C'est le démantèlement de ce réseau de pirates informatiques, le réseau du rançongiciel Logbit, démantelé en début de semaine par les autorités de plusieurs pays. Ils avaient fait des milliers de victimes à travers le monde, dont plus de 200 en France, avec des pertes qui se comptent en milliards d'euros. En plus de 4 années d'activité, le rançongiciel Logbit aura causé de nombreux dégâts, Jérôme, mais c'est une page qui se tourne désormais, et ce grâce à une opération de police internationale, comme tu l'as dit, baptisée Chronos, qui impliquait la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Japon, l'Australie, le Canada et enfin la Suède. Une opération qui a permis de démanteler le rançongiciel actif depuis 2019. Ouais, c'était une organisation assez incroyable, même si c'est finalement assez répandu. C'était vraiment un petit business du ransomware en fait.
Oui, c'est ce que l'on appelle un ransomware as a service, comme les software as a service, c'est-à-dire une sorte d'abonnement qui inclut tout ce dont un hacker a besoin pour réaliser une attaque et qui était mis à disposition de groupes d'attaquants affiliés. Il y avait donc les fournisseurs de la solution technique et les affiliés qui se livraient aux attaques, ce qui a permis aux malfaiteurs de comptabiliser en 2022 et 2023 près de 27% des demandes de rançon en ligne. Voilà, les enquêteurs estiment donc avoir vraiment réussi à piéger ces malfaiteurs. Selon la NCA, l'agence de la lutte contre la criminalité britannique et la procureure de la République de Paris, la méthode utilisée a été d'infiltrer le réseau du groupe, puis de prendre le contrôle des services et de l'infrastructure de Lockbit, y compris le Wall of Shame, mur de la honte en français, sur lequel étaient publiées les données des victimes qui refusaient de payer leur rançon. Des pirates ont également été interpellés, notamment en Russie et en Ukraine, et à ce jour, les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d'autres participants. Voilà, alors la mécanique semble bien avoir été stoppée, reste à savoir si tous les pirates, eux, pourront être réellement arrêtés. En tout cas, joli coup de filet. On connaissait les applis qui déshabillent ou qui créent de fausses images pornographiques. Eh bien, voici à l'inverse l'appli qui rhabille, ou en tout cas un compte sur les réseaux sociaux qui a une fâcheuse tendance à trouver les corps dénudés impudiques. Alors, il passe à l'attaque. Et oui, à bas les sous-vêtements, les jupes trop courtes ou les décolletés remplacés par des jupes longues ou des pais manteaux, c'est la pudeur qui règne sur le compte Twitter Dignif AI. Dignif AI, contraction de l'anglais Dignify et d'Artificial Intelligence, que l'on pourrait traduire par rendre la dignité, est un compte sur lequel sont régulièrement postées des photos de jeunes femmes transformées par intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'anonymes ou de célébrités comme la chanteuse américaine Miley Cyrus ou l'actrice Kristen Stewart. Le but est toujours le même, recouvrir leur corps en modifiant leurs vêtements ou en ajoutant sur des photos en lingerie ou en maillot de bain. Alors, qui fait ça ? On ne sait pas, mais visiblement, c'est entre la blague et le message politique, hein. Apparemment, il s'agirait de satisfaire les comptes conservateurs, masculinistes, voire même d'extrême droite et complotistes qui sont les premiers à relayer ces photos modifiées avec une volonté de promouvoir des valeurs conservatrices comme la pudeur, la famille ou encore le mariage. Le phénomène a pris de l'ampleur en quelques semaines et notamment depuis que Jack Posobiec, une figure complotiste de l'extrême droite pro-Trump, a republié 4 de ses clichés sur son compte suivi par 2 millions de personnes sur Twitter. On notera tout de même que même si ils se font plus rares, il y a également quelques clichés d'hommes qui ont été sujets à ces modifications, comme c'est le cas d'Elon Musk, qui s'est vu rhabillé d'un costard cravate sur une photo en maillot de bain, quand une autre photo a fait disparaître des tatouages sur un homme. Les réseaux sociaux, justement, Thierry Breton, le commissaire européen, visiblement a l'intention de siffler la fin de la récré, et c'est TikTok, à son tour, qui est dans le collimateur de l'Union européenne. L'UE vient d'ouvrir officiellement une enquête à l'encontre du réseau social chinois. Après Twitter en décembre et la lutte contre la circulation d'images violentes et de fausses informations dans le conflit opposant Israël au Hamas, c'est au tour de TikTok d'être sous le coup d'une enquête européenne. Objectif cette fois-ci, définir si les mineurs sont convenablement préservés face aux contenus inappropriés et aux effets négatifs ou addictifs de la plateforme sur leur santé mentale. Et c'est plus précisément l'algorithme de recommandation de l'application chinoise qui est visé, Jérôme, en raison de son côté addictif. Bien entendu, les questions de respect de la vie privée, de sûreté et de sécurité seront également abordés. Des paramètres essentiels puisque TikTok est un réseau social qui accueille beaucoup de jeunes, voire même de très jeunes, un public particulièrement vulnérable. Pour rappel, le DSA expose les plateformes qui ne respectent pas les règles à de lourdes amendes, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial, voire à une interdiction d'opérer en Europe dans le cas de violations graves et répétées du règlement. Allez, on termine avec encore un tout nouveau service qui vient d'ouvrir en Norvège, et c'est plutôt inédit. C'est un service de livraison longue distance par drone. Ça se passe à Lillehammer, à l'est du pays, grâce à une start-up qui s'appelle Aviant et qui couvre donc de longues distances, les plus longues au monde dans cette catégorie.
Se faire livrer des médicaments, des courses ou des repas par drone dans la limite de 2 kilos maximum, cela peut sembler un peu futuriste, mais c'est désormais chose possible pour les habitants de Lillehammer, dans un rayon de 17 km autour de la commune. Et c'est une petite révolution en soi, Jérôme, puisque 17 km, c'est environ 6 fois plus que la portée des drones traditionnels, d'autant plus qu'ils opèrent dans un milieu particulièrement difficile en termes de conditions météorologiques, avec des températures négatives importantes et des rafales de vent. Toujours est-il que grâce à ce nouveau service, les habitants de la banlieue de Lillehammer peuvent espérer être livrés en 24 minutes en moyenne. Et ça n'est pas le seul avantage, puisque la livraison par drone est un atout en matière d'écologie. Et oui, le drone à viande, par exemple, émet 95% de dioxyde de carbone en moins qu'une voiture électrique, ce qui vient donc concurrencer directement les services de livraison classiques qui empruntent les routes. De quoi s'interroger donc sérieusement sur l'avenir de la livraison par drone, quoique la réglementation de l'espace aérien reste aujourd'hui un frein à son déploiement à grande échelle. Ce service n'en reste pas moins une opportunité sur laquelle bûchent plusieurs startups en Europe. Voilà, c'est marrant parce qu'au début, on trouvait ça très insolite, ces livraisons par drone, et on s'aperçoit que ça peut vraiment trouver des débouchés dans certaines régions, évidemment pas en ville, etc. Et en plus, c'est amusant parce que je crois qu'ils avaient fait plusieurs tests. Ils faisaient du largage avec un parachute, et puis c'était pas assez précis, etc., etc. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour l'actu de la semaine. On se retrouve très vite dans Monde Numérique. À très vite, Jérôme. L'innovation de la semaine. Des microprocesseurs qui multiplient par 20 les vitesses de réponse des chatbots d'intelligence artificielle. C'est l'innovation de la semaine qui a été en fait dévoilée donc le 20 février, qui émane d'une start-up américaine du nom de Grok, G-R-O-Q. À ne pas confondre avec Grok avec un K, l'IA d'Elon Musk, ça n'a rien à voir. Là, il s'agit non pas d'un modèle, non pas d'un software, pas d'un algorithme, mais vraiment de hardware, donc des puces, des microprocesseurs pour le calcul de l'intelligence artificielle. Alors, il faut comprendre, il faut bien rappeler les choses pour comprendre de quoi on parle. On connaît en matière d'IA l'usage des GPU, les Graphic Processing Unit, c'est-à-dire ces puces, ces coprocesseurs qui initialement étaient consacrés et dédiés à l'affichage des images de synthèse sur ordinateur, donc principalement pour le jeu vidéo. Ce sont vraiment les gamers qui ont fait la gloire des GPU, des ordinateurs hyper puissants, boostés avec ce type de processeur, et notamment provenant de la marque américaine Nvidia. Donc aujourd'hui, ces GPU servent à faire tourner les modèles d'intelligence artificielle, parce qu'on s'est aperçu que comme c'était des bêtes de calcul, c'était super bien pour à la fois entraîner et puis faire fonctionner, une fois qu'ils sont entraînés, les différents modèles. Mais voici donc Grok, j'y reviens, qui eux ne sont pas des GPU mais des LPU, c'est ainsi qu'ils ont été baptisés, Language Processing Unit. En gros, ce sont également des puces dédiées au calcul, mais qui sont encore plus optimisées pour l'intelligence artificielle, et donc encore plus rapide. Ils servent principalement à ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est la deuxième phase dans l'utilisation des modèles d'IA, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont entraînés, c'est quand on leur pose des questions. Voilà, on leur demande, on se parle à ChatGPT, on lui pose des questions, on attend qu'il mouline et qu'il nous donne des réponses. C'est ça, l'inférence. Et si vous utilisez ChatGPT, vous avez sans doute remarqué que les réponses elles ne sont pas instantanées, elles apparaissent lentement, elles s'affichent un peu comme sur un téléscripteur de jadis. À l'inverse, avec Grok, ça va beaucoup plus vite, car ces processeurs sont capables de générer des centaines de réponses, des centaines de mots en moins d'une seconde. En fait, une seule puce peut réaliser, nous explique la compagnie, 1 quadrillion d'opérations par seconde. Ne me demandez pas précisément à quoi ça correspond, mais ça fait beaucoup. Et en fait, on peut s'en rendre compte en allant tester tout simplement soi-même cette vitesse de réponse sur le site grok.com. J'y suis allé. J'ai d'ailleurs demandé à Grok, par exemple, de me faire un petit poème, une ode à la gloire de l'intelligence artificielle. Et j'ai reçu une réponse. Tenez-vous bien, un poème de plusieurs strophes. Bon, le poème est nul, mais c'est pas le problème. En 97 centièmes de seconde. Incroyable, l'affichage est absolument
instantanée. Donc sur ce site grok.com, derrière, ça fait fonctionner plusieurs modèles d'IA. En fait, c'est connecté à Bard de Google ou encore à Mixtral de la société française Mistral.ai. Donc, c'est véritablement impressionnant. Grok, ça vient d'où ? C'est une start-up qui a été fondée en 2016 par un Américain qui s'appelle Jonathan Ross, qui est un ancien ingénieur de chez Google. Et l'entreprise a été présentée cette semaine, elle a fait beaucoup de buzz, elle a été présentée vraiment comme un concurrent potentiel du tout-puissant Nvidia, qui trône, qui est aujourd'hui le roi de la fête en matière d'intelligence artificielle. Grok pourrait faire de l'ombre à Nvidia, pense-t-on. Alors c'est d'autant plus à observer de près qu'aujourd'hui tout le monde essaye de concurrencer Nvidia, en tout cas ne serait-ce que pour s'affranchir un peu de la dépendance à cet acteur qui est vraiment en situation de quasi-monopole. C'est pour ça d'ailleurs que Sam Altman, le patron d'OpenAI, veut créer une usine à 7000 milliards de dollars pour fabriquer des puces concurrentes de celles de Nvidia. On en a déjà parlé par ailleurs dans le monde numérique. Mais revenons à Grok, donc peut-être une alternative à la suprématie de Nvidia, avec ces puces qui sont beaucoup plus rapides, sauf que apparemment il faudrait aussi beaucoup plus de puces pour arriver au même résultat. Donc est-ce que l'équation économique est vraiment intéressante ? En plus, si les puces de Grok sont apparemment parfaites pour du texte, il n'est pas certain que ce soit aussi bon pour des images fixes ou images vidéo. En tout cas, cette histoire prouve que l'intelligence artificielle, c'est aussi et surtout aujourd'hui une immense bataille autour de la question de la puissance de calcul informatique et donc, par la force des choses, une gigantesque compétition économique à très grande échelle, mais ça on le savait déjà. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Vous êtes bien le Bruno du podcast Mon Carnet à Montréal, c'est ça ? Laissez-moi vérifier. Oui, je le suis. Formidable. Je suis Jérôme Colombin de Paris, Monde Numérique. Le vrai ? Ouais. Ça va bien ? Pas un clone, pas un avatar. Un vrai. Bruno, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour ce pont entre l'Europe et le continent nord-américain pour débriefer l'actu tech ensemble, les sujets qui nous font, qui nous interpellent cette année, cette semaine. Cette semaine, je pense que tu as été comme moi un peu subjugué, étonné par les cafouillages des différentes intelligences artificielles. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air, ce qui a fait comme résultat que les intelligences artificielles génératives, disons qu'elles sont comportées de façon plutôt bizarre. Très bizarre, hein. ChatGPT et Google aussi. On va en parler dans une seconde, mais avant, il y a aussi un peu dans le même registre, Bruno, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire étonnante concernant la compagnie Air Canada? Ouais, ben c'est l'histoire. Écoute, c'est quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique qui il y a un deuil, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille, il doit aller se rendre auprès de la personne pour lui rendre hommage. Alors, il communique avec Air Canada sur le site web et là, il dit je dois aller voir quelqu'un qui est décédé en demandant au chatbot, là, donc au robot conversationnel, comment ça fonctionne? Est-ce que je réclame avant ou après de partir pour un remboursement de la partie du billet? Ouais. Parce qu'Air Canada fait ça depuis très longtemps. Quand il y a un décès dans la famille, tu communiques avec Air Canada, tu leur dis, puis il y a un rabais. Alors, la personne, elle utilise le robot conversationnel pour savoir, et le robot lui dit, il n'y a pas de souci, vous avez 90 jours pour réclamer le rabais. Alors, lui part de la Colombie-Britannique, qui est quand même du côté du Pacifique, pour se rendre en Ontario, c'est quand même quelques heures de vol, ça. Ouais. Et puis, il se rend compte à son retour à Vancouver, quand il fait sa réclamation, que non. Fallait le dire avant à Air Canada. Fallait les contacter avant. Ouais. Alors évidemment, là, il y a un énorme souci. Et puis, faire Vancouver-Toronto, là, c'est pas donné. Alors, Air Canada lui offre, pour le compenser, un petit billet un coupon de $200 pour le prochain vol qu'il va faire sur Air Canada. Ouais. Le client, lui, Jake Moffat, dit, non, c'est pas vrai. Écoutez, vous me dites que je peux avoir un remboursement. Votre chatbot m'a dit ça, donc exactement. Donc c'est vrai. Et donc, il a contesté, il a été en cour civile, et là, le juge lui a dit, ben non, Air Canada, écoutez, vous êtes responsable, c'est votre robot conversationnel qui a donné cette information. Mais imagine-toi que dans la plaidoirie d'Air Canada, ça, là, faut avoir des couilles, hein. Ils ont dit, et ça, c'est l'avocat
d'Air Canada qui dit « La compagnie soutient qu'elle n'est pas tenue responsable des informations fournies par ses agents, ses employés ou ses représentants, dont le robot conversationnel. » Ben là, écoute, qui tu peux croire? C'est tu incroyable. peux pas croire les gens qui te répondent au téléphone ou te répondent en courriel. Les avocats. Que si tu reçois un courrier d'avocat de 12 pages, là, t'es censé le croire, c'est tout. Ouais, puis encore, je pense que tu peux aller le contester en cour d'appel. Mais tout ça pour dire que c'était ridicule l'approche d'Air Canada. Ben non, on n'est pas responsable. Alors finalement, ils ont été tenus de payer donc ils ont perdu une compensation. Ouais, ils ont perdu. Ah, mais c'est vrai que cette histoire est super intéressante parce qu'elle montre, c'est vraiment un problème posé par une intelligence artificielle quelque part. Par un chatbot. Et ça ramène la responsabilité des entreprises qui utilisent des robots conversationnels parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Et c'est pas uniquement basé donc sur les informations qui se retrouvent sur leur site web. Bref, ça va faire réfléchir des gens. Puis j'ai été rapidement pour retrouver, puis le robot conversationnel, il est comme disparu du site d'Air Canada. C'est le chatbot qui va payer les pots cassés. Il a dû se faire gronder le chatbot. Mais ça dit, il ne s'était pas trompé. Il n'avait pas halluciné. Il avait bien répondu, ou pas? Ben non, il n'avait pas bien répondu. Non, il n'avait pas bien répondu. Disons qu'il a, un peu comme un avocat, il a interprété la réglementation. Mais le 90 jours, c'était avant, c'était pas après. Ouais, bon, incroyable, quand même, incroyable cette histoire. Bon. Et puis donc, autre histoire d'intelligence artificielle cette semaine, Bruno, puisque là c'est ChatGPT, effectivement, qui s'est complètement mêlé les pinceaux. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. On sait que les IA génératives, elles ont tendance un peu à halluciner parfois. Pendant la nuit en Europe? Pendant la nuit en Europe, c'est vrai. Non, il faisait jour chez vous. OK, ouais. Et les IA, elles hallucinent, mais là, elle a plus qu'halluciné parce qu'elle s'est mise à débiter n'importe quoi. Oui. C'était tu as dû voir comme moi les copies d'écran. Il y avait des poèmes, il y avait des trucs presque érotiques là-dedans. Là. Oui, il y avait des trucs érotiques, il y avait des symboles, il y avait pas du code aussi au milieu. Enfin bref, il répondait n'importe quoi. Et donc apparemment, clairement, l'IA a bugué. Alors ils se sont expliqués, OpenAI sur leur blog, ils ont fourni une réponse assez rapide. Donc voilà, le 20 février 2024 exactement. Tout est parti d'une mise à jour, une optimisation de l'expérience utilisateur, comme ils disent. Et ça a provoqué un bug. Et en fait, on sait que ces IA, elles fonctionnent par procédés mathématiques, sur des calculs probabilistes. Tu leur dis un mot et elles vont voir quelle est la probabilité que elles vont trouver les mots en réponse à ça par probabilité. Et là, sauf que les chiffres étaient plus du tout bons dans son cerveau. Elle a tout mélangé et elle a complètement pété les plombs. Ils ont quand même réussi à rectifier le tir assez rapidement. Ouais. Mais j'aime bien, moi, il y a un extrait d'explication quand ils disent le modèle a choisi des nombres légèrement erronés. Oui, légèrement erronés. Complètement déraillé. En informatique, tu sais très bien qu'une demi-virgule ou un zéro mal placé, et c'est le monde qui s'écroule. Puis, en fin de semaine, il y avait aussi cette histoire de Gemini dont on parle, qui est la 8e merveille du monde, la nouvelle création de Google, qui est plutôt créative quand vient le temps de représenter des gens. Mais ça, c'est fou. Alors, c'est Gemini qui, apparemment, est trop inclusif. C'est-à-dire que, à force de vouloir que ces intelligences artificielles ne vexent personne, et puis surtout pour compenser toutes les erreurs qu'il y avait eu avant. On se souvient, il y avait eu des gros dérapages, en termes de, et les IA, on veut surtout pas qu'elles soient ni sexistes, ni racistes, ni quoi que ce soit. Du coup, tellement inclusive que des gens qui ont demandé des portraits, par exemple, de nazis. Et Gemini a sorti des nazis avec un faciès asiatique ou bien même des personnes noires avec un uniforme nazi, ce qui pour le coup était totalement anachronique et n'a jamais existé dans l'histoire, quoi. Ou même il y a eu une demande par rapport au visage des fondateurs de Google. Et puis, évidemment, ça n'a rien à voir avec la réalité, là. Il nous présentait des gens qui... je sais pas d'où il a... Je comprends pas où il a été chercher son inspiration, mais chose certaine, à trop vouloir corriger des billets qui viennent de trousses de données qui ont été utilisées, on arrive à faire n'importe quoi. Et ça, c'est tellement un bel exemple. C'est un magnifique exemple, effectivement, parce qu'il y a eu d'autres requêtes comme ça sur Twitter, sur X, il y avait plein de gens qui postaient, et ils avaient demandé des images de femmes, et il y avait que des femmes noires, il y avait plus du tout de femmes blanches, c'était terminé, évacué. Même je sais pas si tu as vu ces images d'empereurs romains.
Hein, Oui. Ils avaient demandé des empereurs romains. Pareil, c'était des empereurs romains noirs. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire à Rome, en fait. Hein. Très peu. Ouais, c'est très, très révélateur. C'est intéressant, hein, comme quoi on voit que ces outils-là, ça part trop dans un sens, ça part trop dans l'autre, et on a un peu de mal à ajuster le tir, en fait, entre les deux, quoi. Puis tu vois, en parallèle, l'histoire de ChatGPT chez OpenAI montre comment ça prend pas grand-chose pour faire dérailler une intelligence artificielle. Ouais. Et ça, je vais dire que dans un contexte de cybersécurité, c'est pas... un peu inquiétant. Ouais, c'est un peu inquiétant. T'as l'expression juste. Hey, Jérôme, je vois le temps passer. Oui. Tu parles de quoi cette semaine dans ton podcast? Oui, très rapidement. Alors, je parle en fait d'un sujet j'avais un tout petit peu déjà évoqué la semaine dernière. Je diffuse cette interview d'un spécialiste du Conseil national du numérique. On parle des réseaux sociaux et il m'explique pourquoi, selon lui, les problèmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'enfermement dans une bulle informationnelle, même l'addiction, etc. Enfin, ces problèmes qu'on connaît, hein. Eh bien, ils sont vraiment, selon lui, dictés par les architectures techniques qui sont derrière ces réseaux sociaux, qui sont mises au service des modèles économiques des plateformes, et ça pourrait être contourné par de nouvelles approches, et notamment avec un système plus décentralisé, type Mastodon, via des API, etc. Et que le réseau social du futur, c'est sans doute pas une plateforme, mais plutôt une espèce de hub avec des connexions vers des agents conversationnels, des agents d'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. Et puis sinon, dans Monde Numérique cette semaine, un nouvel extrait d'un épisode du podcast Écho du futur, qui est le podcast Petit Frère de Monde Numérique. On s'intéresse aux films de science-fiction. Et Olivier Parent nous parle d'un film qui s'appelle Outland et qui est intéressant parce que il pose les questions qu'on se posera peut-être un jour en vrai pour l'exploitation minière sur d'autres planètes. Donc tous les défis à relever en termes de transport, de consommation de ressources, d'accès à l'eau et de rapport entre les gens aussi. Voilà. Mais bon, j'en dis pas plus, il faut écouter. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Et toi, Bruno, de quoi parles-tu dans mon carnet cette semaine? Ben écoute, 3 sujets qui devraient intéresser des gens qui nous écoutent. Je vais faire un tour à Toulouse, où il y a une boîte de com qui vient de produire une pub. C'est un peu comme un portfolio, un démo, pour montrer tout ce qu'ils peuvent faire, mais avec des créations uniquement d'intelligence artificielle. D'ailleurs, si tu es curieux, tu vas sur la page descriptive sur mon carnet de l'épisode. La vidéo est là. C'est assez bluffant. Sinon, je parle avec en Suisse. Je vais voir une boîte qui a fait l'hologramme d'un orchestre symphonique au complet. 80 musiciens. Alors, tu les vois, ça a été présenté au Salon Art Genève il n'y a pas tellement longtemps. Et imagine-toi, faire un hologramme d'une personne, c'est déjà compliqué. Là, c'est l'orchestre au complet. C'est fou. Et le créateur derrière cette initiative-là, lui, il veut documenter le patrimoine culturel. Je trouve ça génial comme idée. Et puis finalement, je parle avec une prof ici qui vient de créer une application, c'est sur le web, ça s'appelle Nomi, et ça permet de faciliter l'intégration des étudiants dans les classes parce que c'est un peu comme un jeu auquel on doit répondre, et c'est très inclusif là, comme approche, mais ça permet donc de briser la barrière du premier contact avec les étudiants. Ça fonctionne tellement bien qu'elle l'a fait pour elle, mais maintenant, ses collègues l'utilisent et maintenant, dans d'autres écoles, on commence à l'utiliser. Bien, écoute, c'est un programme alléchant et j'invite tous les auditeurs de Monde Numérique à aller écouter mon carnet juste après. Ah ouais? Moi, j'invite tous mes auditeurs à aller écouter ton podcast après, OK? Bruno, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai au Mobile World Congress de Barcelone, ou plutôt j'en reviendrai. Exactement. Donc, on discutera de tout ça, si tu veux. Tu sais que chez nous, il y a une expression qui dit « j'en reviens pas ». Et vraiment impressionnant. J'espère que tu en reviendras. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'était un jeu de mots, en fait. Ouais, je suis nul en jeu de mots. Ouais. Je vais te passer François Sorel, il est meilleur que moi en jeu de mots. Allez. Écoute, bon passage à Barcelone. Et puis avant notre rendez-vous hebdomadaire, on se retrouve également en milieu de semaine prochaine pour le rendez-vous mensuel désormais de Monde Numérique. Le grand débrief, on sera avec le camarade François Sorel. Et c'est pour ça que tu parlais de lui. Hein? C'est formidable. Tout est dans tout. Tout à fait. Oui, tout est dans tout. Donc, je compte sur toi. Bon, écoute, je te dis à cette semaine un peu plus tard. Et puis, bon voyage à Barcelone entre ça. Merci, Salut. Bye bye. Salut Bruno, à bientôt.
Monde numérique, le meilleur de la tech. Voilà, place maintenant la deuxième partie de cette émission, Monde numérique, l'hebdo. Avant de partir dans les étoiles, dans un instant, sur la planète Io, avec Olivier Parent, pour découvrir comment on pourrait se passer une colonie minière dans le futur. C'est le podcast Écho du futur, à retrouver par ailleurs sur toutes les plateformes. Eh bien, tout d'abord, parlons des réseaux sociaux. Je vous le disais avec cette interview de Jean Catan du Conseil national du numérique. Alors, le Conseil national du numérique, le CNN, c'est un organisme français consultatif composé de différentes personnalités qui réfléchit à tous les grands enjeux autour du numérique. Donc, ce ne sont pas les sujets qui manquent, évidemment. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, alors que d'un côté, sur le plan réglementaire, on le voit au niveau européen, l'étau se resserre avec l'adoption récente du DSA, du Digital Services Act, ce règlement européen sur les services, eh bien, parallèlement, il y a peut-être encore des choses à faire et à inventer avec, qui sait, de nouvelles plateformes de réseaux sociaux. En tout cas, c'est le point de vue de mon invité cette semaine. Interview en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, à retrouver la semaine prochaine en épisode séparé sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Jean Catan. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique. Vous êtes également co-auteur d'un livre dont on a déjà parlé sur Monde Numérique qui s'appelle « Nous sommes les réseaux sociaux », co-écrit avec Serge Abitboul. Et puis, surtout ce dont on va parler là tout de suite, vous co-signez une tribune sur le site The Conversation, une tribune intitulée « Et si les réseaux sociaux devenaient une chance pour nos démocraties ?» Alors que les réseaux sociaux sont souvent et de plus en plus considérés comme toxiques, ils sont quasiment diabolisés aujourd'hui. Vous positivez en quelque sorte les réseaux sociaux. Il y a encore des bonnes choses à en tirer, selon vous, des réseaux sociaux ? Alors en fait, tout dépend de quel modèle de réseau social on parle. Déjà, il faut revenir à cette idée qu'en fait, le principal des réseaux sociaux, c'est encore celui que nous tissons en tant qu'individus. Et que c'est par-dessus ce réseau social-là que se greffent ensuite des services numériques de différentes formes. Mais ces services numériques peuvent répondre à différentes architectures et différents modèles économiques. Aujourd'hui, en effet, on fréquente, disons, une demi-douzaine de réseaux sociaux principaux que je pourrais appeler les tam-tam. C'est un peu l'acronyme que j'ai trouvé pour les désigner aujourd'hui et je crois que ça coche un peu les 6 réseaux principaux qu'on utilise. Et ouais, vous pensez à quoi en fait, X, Facebook. En fait, avec un peu de trafic sur les acronymes, c'est Twitter, Alphabet, Meta, voilà, et TikTok, Instagram. j'en oublie, voilà, etc., etc. Donc en fait, si vous voulez, ces réseaux sociaux, eux, ils répondent à une logique qui est celle de l'économie de l'attention, sur laquelle on a beaucoup travaillé au sein du Conseil national du numérique. On a publié un ouvrage dédié qui est accessible en ressources libres sur notre site. Et en fait, ces réseaux sociaux-là, en effet, sont porteurs de toute une série de toxicités, de risques sociétaux particulièrement importants. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, c'est le modèle architecturale de ces réseaux sociaux qui est essentiellement en cause. Ce n'est pas le fait réseau social qui est en cause. Par exemple, l'ambiance dans un subreddit, donc c'est-à-dire un sous-channel de conversation, un salon de conversation dédié à tel ou tel thème, l'ambiance n'est pas du tout la même que sur Twitter X aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'architecture de Reddit amène à avoir d'autres conversations. C'est-à-dire que l'on est sur une conversation thématique qui peut d'ailleurs être modérée par la communauté de manière quasiment exclusive et non pas de manière centralisée par le réseau social lui-même. On voit la même dynamique apparaître sur Trust Café, qui est le réseau social de Jimmy Wales qui fait suite à WT Social notamment, et on voit en fait proliférer... Le créateur de Wikipédia, on le rappelle au passage. Exactement, et on voit proliférer en fait autour de la thématique du sujet réseaux sociaux énormément de réseaux différents. Et d'ailleurs, la France est pourvoyeuse de très nombreuses initiatives en la matière, il faut le rappeler. Et donc, en cela, on peut se dire que les réseaux sociaux ne sont pas un environnement figé. On a l'impression aujourd'hui que cet environnement est complètement obstrué, et c'est le cas d'ailleurs. La lumière au bout du tunnel est complètement obstruée par ces énormes réseaux sociaux que l'on est un petit peu tenu aussi d'utiliser jour après jour quand on travaille dans tel ou tel domaine, etc. C'est devenu quasiment une exigence dont on ne peut pas se départir. Donc on a cette impression qu'on est complètement obstrué dans un environnement clos, et c'est le cas. Ces réseaux sociaux visent
à nous encloisonner d'une certaine manière. Maintenant, il y a beaucoup d'autres opportunités qui peuvent se profiler. Et on vit en ce moment même, un moment particulièrement intéressant pour ça. On voit Blue Sky qui s'ouvre au public, on voit Mastodon qui en fait inspire des mastodons d'une autre nature comme le groupe Meta, etc., etc. Et je pense qu'on y reviendra. Quel rapport entre Mastodon et Meta? Alors, en fait, c'est que puisqu'on en parle. Oui, Mastodon donc est un réseau social qui se dit fédéré et distribué, c'est-à-dire que vous comme moi, on peut créer notre instance, héberger en fait une partie de ce réseau social, on va dire très simplement qu'est Mastodon. Les gens peuvent s'y inscrire et communiquer avec d'autres instances créées par d'autres personnes. Pour relier entre elles toutes ces instances, il vous faut un protocole. Ce protocole, c'est le protocole qui s'appelle ActivityPub, qui a été initié en fait au sein du World Wide Web Consortium, le W3C, donc qui est un protocole ouvert, international, libre, dont les travaux ont commencé juste après l'affaire Snowden, en se disant en fait il faut une autre architecture de communication sociale sur Internet. Et donc ils mettent en place ce protocole de communication qui permet d'avoir des réseaux sociaux distribués et donc dont Mastodon est aujourd'hui l'étendard. Maintenant, ce que l'on observe, c'est que le groupe Meta en fait s'est mis lui aussi à utiliser ActivityPub pour assurer une forme d'interopérabilité entre d'une part donc Thread, son nouveau réseau social Twitter-like en gros, et Instagram. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une interpénétration entre les deux réseaux. Mais l'objectif est potentiellement demain d'avoir une interconnexion en fait entre les réseaux du groupe Meta et Mastodon. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand aujourd'hui nous vivons vraiment une époque qui est assez intéressante, c'est vraiment aujourd'hui quasiment, puisque par exemple donc la newsletter Platformer, vous savez, a publié un entretien avec l'instigateur principal du réseau Mastodon et lui témoigne en fait des discussions qu'il a avec les équipes du groupe Meta sur comment résoudre tel ou tel problème technique, etc. Donc on voit qu'en fait on a une conversion d'entités absolument gigantesques comme le groupe Meta à une autre forme d'interaction sociale. Qu'est-ce qui se joue là en fait? C'est que potentiellement, mais il faut être lucide et c'est pas forcément l'avenir qui nous arrivera tout de suite et c'est pas forcément ça non plus que Facebook a en tête. Mais que potentiellement le réseau social de demain n'est pas une plateforme mais un protocole. Et ça, c'est l'idée qui est au cœur du projet Blue Sky, tel qu'il a été encore décrit très récemment, la semaine dernière, par Jay Graeber, donc la CEO de Blue Sky. C'est de dire en fait, le réseau social ne doit pas être une plateforme, mais un protocole. D'accord. Donc si on vous suit, alors selon vous, il y aurait les bons et les mauvais réseaux sociaux, et en fait, tout dépend du fameux protocole. Donc c'est une histoire de technique au départ. C'est une histoire d'architecture. Il faut se souvenir combien est-ce que l'architecture est normative. Vous savez, on a souvent retenu cette phrase abstraite de Laurence Lessig, code is law, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et Laurence Lessig lui-même invité à penser l'architecture. Lui-même prend référence, en fait, dans son ouvrage Code, sur les rues parisiennes, en fait. Dit un boulevard haussmannien n'est pas forcément un boulevard dans lequel vous pouvez ériger des barricades, comme dans une petite rue. L'infrastructure est normative. Il faut le savoir, il faut le comprendre quand on parle de réseaux sociaux. Donc, en fait, l'infrastructure du réseau social, son architecture, va être normative. Elle va déterminer nos comportements, nos messages. On ne parle pas pareil sur LinkedIn qu'on ne parle sur Twitter. On ne parle pas pareil dans un sous-channel Reddit ou encore sur je sais pas moi, n'importe quel autre réseau social comme Facebook par exemple. Donc il faut bien avoir ça en tête en fait quand on parle des réseaux sociaux. Et notre perspective aujourd'hui que l'on défend en fait, c'est d'influer sur l'architecture elle-même du réseau social. Il ne s'agit pas que d'agir sur la modération ou sur la recommandation, il s'agit d'agir sur l'architecture en elle-même du réseau. Mais parce que c'est l'architecture qui détermine le modèle économique. Donc l'architecture est le reflet du modèle économique.
C'est-à-dire que l'architecture, en fait, va être déterminée soit pour vous faire rester le plus longtemps possible si vous êtes dans un modèle d'économie de l'attention, pour créer de la polarité, pour que les gens un petit peu se mettent les uns sur les autres, etc. Et en fait, ou sinon qu'ils glorifient leur personne, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, l'architecture, c'est elle qui va finalement traduire concrètement dans notre main, littéralement, la décision économique qui fonde le réseau social. Jean Catan, franchement, ok, mais les gens, ils sont aujourd'hui sur Facebook, encore majoritairement, sur X, où ils s'étripent et ils se régalent. Je dis ils, mais c'est plutôt on. Sur Instagram, où on se regarde le nombril. Sur TikTok, où on se vide le cerveau, je résume encore. Ils sont pas sur Reddit ou sur Blue Sky. Blue Sky, en plus, c'est intéressant parce que c'est le challenger potentiel de X, Twitter, qui est arrivé quasiment en même temps que Threads, la nouvelle plateforme de Meta, mais c'est Threads qui est en train de gagner la bataille pour l'instant. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça? Est-ce que c'est pas une bataille perdue d'avance? Alors, cette bataille-là, elle est peut-être perdue, je sais pas, je pense qu'elle vaut de toute manière le coup d'être menée parce qu'elle apporte de très nombreuses choses qui peuvent, en attendant d'autres perspectives sur lesquelles on va revenir, faire évoluer les plateformes dominantes que vous avez citées par exemple aujourd'hui. Déjà, l'exemple de Blue Sky, il est hyper important parce qu'il nous montre que l'utilisateur peut avoir le contrôle sur la recommandation algorithmique. Ça, c'est fondamental. Là où on nous disait en fait hier qu'un réseau social égale une recommandation algorithmique, Blue Sky vient montrer que techniquement, en fait, ce n'est absolument pas quelque chose qui est intrinsèquement lié. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, mais il y a peu d'utilisateurs sur Blue Sky. Oui, d'accord. Ils sont tous, par contre, sur Threads. Threads a connu une croissance phénoménale. Alors parce qu'il est adossé à Instagram, mais quand même. Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire en fait quand on va avoir cette conversation au niveau européen, dans la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, que l'on va devoir définir en fait les remèdes à appliquer à ces très grandes plateformes, et que l'on va se pencher sur leur modèle, sur leur architecture, et qu'on va en fait leur dire, bah en fait vous le problème chez vous, c'est pas seulement la modération ou le fait que vous ayez que 80 modérateurs, c'est que vous recommandez des contenus toxiques en fait. Et peut-être que si vous laissiez, donnons-nous cette chance, la main à l'utilisateur, un petit peu de choisir ce qu'il voulait ou non voir. Si vous laissiez la main, par exemple, je ne sais pas, même à des entreprises qui proposent en fait de protéger les mineurs en ligne, j'en sais rien, des associations, des médias, le soin de proposer une recommandation alternative aux utilisateurs, bah, voyons ce que ça donne. Parce que techniquement, en fait, des cas comme Blue Sky et autres nous montrent que c'est tout à fait faisable. Alors, à ce moment-là, on rentrerait dans autre chose. On rentrerait dans une autre forme de conversation où on pourrait influer sur le modèle des plateformes en se servant des exemples qui existent par ailleurs. Parce qu'on ne peut pas nous dire non, ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Et puis, on renvoie donc, alors d'une part à cette tribune sur le site The Conversation, hein, et si les réseaux sociaux devenaient une chance pour nos démocraties, et puis également à la note dont vous parliez sur le site du CNN qui s'intitule « Cultiver la richesse des réseaux », et les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Jean Catan. Merci infiniment. Place au futur et aux échos du futur, c'est le podcast partenaire et petit frère de Monde Numérique avec Olivier Parent du Comptoir Prospectiviste, producteur de ce podcast, qui nous emmène ce mois-ci dans les étoiles à travers le film Outland. Le film Outland de Peter Iams ne fait pas partie des blockbusters du cinéma de science-fiction. Et pourtant, discrètement, il a marqué profondément l'imaginaire collectif. Sorti en 1982, Outland propose une vision de la vie au quotidien et des activités économiques dans l'espace. Et le film pose des questions auxquelles on n'a toujours pas trouvé de réponse. Le générique du film nous apprend que l'action va se dérouler dans une station minière à la surface de Io, un des satellites de Jupiter. De toutes les lunes de la géante gazeuse, elle en est la plus proche. Avec ses 400 volcans en activité, conséquence des forces de marée dues à la proximité de Jupiter, Io est l'objet le plus actif du système solaire, hormis notre Terre. Il rejette dans la petite atmosphère de la Lune des composés de soufre dont les panaches s'élèvent jusqu'à 500 km d'altitude. À la surface de ce satellite de 3640 km de diamètre, on ne pèse que 1/6 du poids ressenti sur Terre. Car Io a une taille similaire à la Lune terrienne.
À ce sujet, tout le monde garde en mémoire les images en noir et blanc des différents équipages américains qui se sont succédés à la surface de notre Lune de juillet 1969 à décembre 1972. Engoncés dans leurs combinaisons plus ou moins rigides, les astronautes avancent avec prudence par petits bonds. Si on transpose ces gestes prudents à l'excès dans un habitat pressurisé, on mesure l'adaptation qu'il faudra pour prendre un gobelet ou un outil et reposer ce même objet. Évidemment, ce sera moins compliqué qu'apprendre à vivre en apesanteur. Mais à terme, cet apprentissage devrait concerner un nombre d'individus bien plus grand que les quelques centaines d'astronautes entraînés à se rendre dans l'espace depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Mais alors, quels seront les moyens et le niveau de formation reçus par ces hommes et ces femmes ? Ils seront manœuvres, administratifs, infirmiers, chefs d'équipe, cuisiniers. Ils partiront pour plusieurs mois, mais plus vraisemblablement plusieurs années, pour exercer leur métier, pour gagner leur vie dans l'espace. Dans la foulée, il faudra aussi sûrement repenser les objets mêmes du quotidien. Le générique du film continue à nous informer. Il nous indique que la station minière reçoit la visite d'une navette une fois par semaine. Ce vaisseau provient d'une station spatiale dont on ne sait rien de plus que le temps de trajet entre les deux installations humaines. 70 heures, soit l'équivalent du voyage Terre-Lune des missions Apollo. Quand on sait, toujours grâce au générique, que la station minière abrite 2144 humains, on se doute bien que cette navette n'est pas un cargo de petite capacité. Il faut transporter les personnes qui vont et viennent d'une base à une autre au gré de leurs obligations et de leurs contrats. Le vaisseau doit donc être capable de prendre en charge au moins 50 à 100 personnes avec leurs bagages, cela sans compter bien sûr les personnels navigants. La navette doit également transporter tout le fret nécessaire pour faire vivre ce gros village. Et elle repart avec ses soutes pleines du minerai extrait du sol de Io par 1244 mineurs. On parle alors de plusieurs dizaines de tonnes qui chaque semaine se déplacent entre les deux installations humaines. Indépendamment de la question minière, essayons de nous faire une idée des charges effectives à déplacer. Ainsi, en 2014, un Français adulte consommait en moyenne un peu moins de 1,5 kg d'aliments par jour. Ramené à la population de la station minière sur Io, cela représente une consommation hebdomadaire d'un peu plus de 22 tonnes d'aliments, sans parler des boissons. Quelle sera la proportion de cette alimentation qui sera importée de la station spatiale ou en provenance de la Terre ? Quelle proportion sera produite sur place, sur Io ? À ce sujet, le film montre des serres qui, malheureusement, dans le feu de l'action, vont être détruites. Là, en plus de fournir un espace de détente, des fruits et des légumes semblent être produits. Ces végétaux doivent sûrement agrémenter l'assiette des femmes et des hommes qui vivent et travaillent à la surface de Io. Mais les plantes, comme les humains, ont besoin d'eau. Or, d'après les dernières études, il semblerait bien qu'il n'y ait que peu ou pas d'eau sur Io. En effet, la proximité de la géante Jupiter aurait volatilisé de la surface de la Lune les éléments les plus légers volatiles. Il faut s'éloigner de Jupiter pour trouver de l'eau sur une lune jovienne. Il faut aller jusqu'à Ganymède ou Europe. Alors, s'il venait un jour à l'idée de nos descendants de s'installer sur Io, il faudra prévoir d'y importer de l'eau. Et cette charge sera à prendre en compte en permanence, car même si cette future base sera sûrement construite sur un modèle d'écosystème en circuit fermé, il y aura toujours des pertes. Retrouvez la suite de cet épisode, oui, car on s'est arrêté avant la fin, et tous les autres numéros d'Écho du Futur sur toutes les plateformes. Il suffit de vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer dans le lien dans la description de l'épisode que vous écoutez actuellement de Monde Numérique. Écho du Futur est en effet un podcast de la chaîne Monde Numérique. J'étais ravi de passer ces 50 minutes hebdomadaires avec vous. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un compte-rendu détaillé du Salon Mobile World Congress de Barcelone, consacré à toute l'actualité des innovations en matière de mobilité, beaucoup de nouveaux smartphones, visiblement, mais on parlera peut-être aussi de post-smartphone. Quel est l'avenir ? Rendez-vous pour le savoir samedi prochain dans Monde Numérique. D'ici là, je vous rappelle la collecte si vous souhaitez participer précisément à cette couverture du Mobile World Congress de Barcelone en cliquant sur le lien du financement participatif ou en allant sur le site mondenumérique.info. La semaine prochaine également, attention, roulement de tambour, jeudi
29 février, nouvel épisode du Grand Débrief. C'est une série spéciale du podcast Monde Numérique. Pendant près d'une heure, avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel, eh bien, nous débriefons l'actu du mois. On passe tout en revue, on est sérieux et pas du tout sérieux en même temps. C'est notre spécialité. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut!